14 jours. C'est le délai imposé par l'ONU pour forcer un peuple à se soumettre. 14 jours pour effacer des siècles de lutte, comme si la dignité pouvait se mesurer en calendrier. Ibrahim Traoré, face à cet ultimatum, ne parle pas de provocation, mais de lucidité. Quelle était la vraie valeur de la stabilité quand elle repose sur le silence imposé aux opprimés? Pour Traoré, la soumission n'est pas une option. Chaque heure qui passe devient une épreuve de souveraineté pour un peuple prêt à résister. Ibrahim Traoré se trouve à un carrefour historique, une décision qui va bien au-delà des frontières du Burkina Faso. L'ultimatum de l'ONU, imposant une soumission en 14 jours, ne marque pas seulement la fin d'une négociation diplomatique, mais l'aube d'une nouvelle ère. Ce n'est pas simplement un défi politique, c'est un appel à la dignité. Pour Traoré, chaque seconde écoulée sous pression transforme cette situation en une déclaration de souveraineté. L'enjeu n'est pas seulement la survie d'un régime, mais la capacité d'un peuple à décider de son avenir sans demander la permission. Les enjeux sont immenses. Si le Burkina Faso fléchit, cela marquera un précédent dangereux pour toute l'Afrique, un retour à une époque où la voix des nations africaines ne compte pas dans les grandes décisions mondiales. Si Traoré résiste, il ouvre la voie à un modèle d'indépendance radicale, où la dignité nationale prime sur les menaces extérieures. Cette confrontation, aussi décisive qu'elle soit, pourrait redéfinir les relations internationales et renforcer l'idée d'un continent africain plus autonome, capable de se redresser sans courber l'échine. En seulement 2 jours, le discours d'Ibrahim Traoré est devenu bien plus qu'une simple déclaration politique. Il a été traduit en plus de 15 langues et partagé par des millions de personnes à travers le monde. Ce chiffre, bien qu'impressionnant, ne raconte qu'une partie de l'histoire. Derrière ces chiffres se cache une réalité bien plus profonde. Une Afrique en pleine mutation. Un peuple qui se réveille après des décennies de silence imposé. Traoré, en refusant l'ultimatum de l'ONU, n'a pas seulement défié une institution, mais a lancé un message de clarté qui résonne au-delà des frontières du Burkina Faso. Ce n'est plus un simple affrontement diplomatique, mais une bataille pour la souveraineté. Le contexte était lourd, et les enjeux sont immenses. Le Sahel, où le Burkina Faso se trouve, est une région qui a longtemps été négligée par les puissances internationales. Depuis des années, des forces étrangères sont venues prétendre assurer la sécurité, mais ont échoué à apporter une paix durable. L'ONU, après avoir imposé des sanctions économiques et des menaces militaires, s'attendait à ce que Traoré cède. Mais ce dernier a transformé l'ultimatum en un manifeste. Son refus ne vise pas seulement à maintenir la souveraineté du Burkina Faso, mais à redéfinir les relations de l'Afrique avec le reste du monde. Au cœur de cette confrontation, un peuple tout entier prend conscience de sa propre force. À Ouagadougou, les rues sont envahies par des manifestations de soutien à Traoré. Le message est scolaire. L'Afrique ne se contentera plus d'être un récipiendaire d'aide, elle veut devenir un acteur central de ses propres décisions. Ibrahim Traoré, avec sa déclaration, a renversé la logique imposée par les puissances extérieures. Ce moment pourrait marquer un tournant dans la manière dont le continent africain aborde les questions de souveraineté et d'autonomie. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un président. Dans ce moment historique, il incarne la voix de tout un peuple fatigué des compromis imposés. Sa décision de rejeter l'ultimatum de l'ONU n'est pas une simple réaction politique, mais un acte symbolique de résistance. Dans les rues de Ouagadougou, l'effet est immédiat. Les manifestants se rassemblent spontanément, sans mot d'ordre officiel, porteurs de drapeaux du Burkina Faso, mais aussi du Mali et du Niger, soulignant la solidarité régionale grandissante. Ces scènes, marquées par l'unité populaire, soulignent la portée de son geste. La question clé, pourtant, n'est pas seulement de savoir si Traoré peut résister, mais quel impact cela aura sur la région et l'Afrique dans son ensemble. En choisissant de ne pas se plier aux pressions internationales, il réaffirme la souveraineté de son pays, mais aussi celle de l'ensemble du Sahel.
un territoire qui a souvent été considéré comme périphérique dans les discussions géopolitiques mondiales. Son discours n'est pas un cri de rébellion sans cause. Il est réfléchi, stratégique et résonne particulièrement dans le contexte du Sahel, où les jeunes, les enseignants et les commerçants se sentent abandonnés par les politiques extérieures. Ce n'est pas une victoire immédiate, mais un processus d'affirmation de l'indépendance, où chaque petit progrès, chaque victoire contre l'influence étrangère devient un acte de mémoire et de fierté nationale. Le refus de Traoré ne se limite pas à un simple rejet d'un ultimatum. Il est porteur d'un nouveau modèle, celui d'une Afrique qui ne se contente plus d'être aidée, mais qui choisit son propre destin. Le 9 octobre, un courrier de l'ONU arrive sur le bureau de Ibrahim Traoré. C'est une lettre simple, sèche, mais lourde de menaces. L'ultimatum était clair. 14 jours pour se conformer aux directives internationales. Personne ne s'attendait à ce que le président burkinabé réagisse publiquement. Mais en l'espace de quelques heures, Traoré prend une décision qui va marquer l'histoire. Il rend le courrier public. Cette action, audacieuse et sans précédent, choque le monde entier. En révélant l'ultimatum, il ne fait pas que défier l'ONU. Il provoque une prise de conscience nationale et continentale. Ce geste, apparemment simple, va déclencher une série d'événements qui reconfigureront la dynamique du pouvoir en Afrique. Les premières heures suivant la publication de la lettre sont cruciales. Les réactions sont immédiates. Des manifestations éclatent dans les rues de Ouagadougou et les radios locales diffusent en boucle le message de résistance de Traoré. La capitale est en effervescence. Pour la première fois depuis des années, un dirigeant africain a décidé de s'opposer aux pressions internationales sans détour ni compromis. Le message est fort. La dignité ne se négocie pas. À l'extérieur, les chancelleries réagissent avec prudence, mais l'incertitude se fait sentir. Les diplomates occidentaux sont partagés entre l'inquiétude et l'incompréhension. Comment un petit pays comme le Burkina Faso ose-t-il défier l'ordre mondial établi? Les sanctions économiques sont immédiatement évoquées, mais dans les cercles politiques, l'onde de choc est palpable. Ce refus est perçu non seulement comme un acte de souveraineté pour le Burkina Faso, mais aussi comme un symbole pour toute l'Afrique. À mesure que les heures passent, les manifestations gagnent en ampleur. Les jeunes, les enseignants, les commerçants et même les anciens combattants prennent part au rassemblement. Il ne s'agit plus simplement de soutenir Traoré, mais de revendiquer un changement de paradigme pour le continent africain. Les chants et les slogans résonnent dans les rues, et le mot « dignité » devient le cri de ralliement de toute une nation. Ce qui a commencé comme un acte politique se transforme en un mouvement populaire, porté par un sentiment de fierté retrouvée. Les jours suivants, la pression internationale augmente. L'ONU envoie des messages de réprimande, mais Traoré reste ferme. Il multiplie les discours, affirmant que son pays n'acceptera plus de se plier aux volontés des puissances étrangères. Ce refus n'est pas seulement une réponse à l'ultimatum, il devient une déclaration. L'Afrique ne doit plus être un continent de soumission, mais de décision. Le Burkina Faso prend la tête d'une révolte symbolique contre les injustices systémiques, et chaque déclaration de Traoré est suivie d'un écho dans le reste du continent. L'évolution du mouvement dépasse les frontières du Burkina Faso. Le soutien aux actions de Traoré se propage comme une traînée de poudre à travers l'Afrique. Le Mali et le Niger, pays voisins, apportent leur soutien politique à Traoré, avec des déclarations de solidarité qui renforcent l'idée d'une Afrique unie face aux pressions extérieures. Les discussions sur l'autonomie et la souveraineté africaine prennent de l'ampleur dans les forums régionaux. Mais ce n'est pas seulement une victoire diplomatique. Les effets sont également visibles sur le terrain. À Ouagadougou, un vent de renouveau souffle sur les marchés et les écoles. Les habitants, autrefois résignés, commencent à s'organiser de manière plus autonome. Le secteur agricole, par exemple, se réorganise autour de coopératives locales qui se passent de l'aide internationale pour produire leurs propres récoltes. Ce n'est pas un miracle économique,
mais un changement profond dans les mentalités et les pratiques. À l'échelle régionale, la réaction est tout aussi forte. Le Sahel, cette région souvent perçue comme un terrain d'instabilité et de dépendance, se redéfinit. Les jeunes s'organisent pour des comités civiques. Les organisations communautaires prennent que le relais des institutions internationales qui se sont retirées. Et une nouvelle forme de solidarité africaine émerge. La décision de Traoré de tenir tête à l'ONU devient ainsi le catalyseur d'un processus de redéfinition des relations interafricaines, basé sur des principes de respect mutuel et d'autonomie. Depuis le début de la crise, plusieurs indicateurs économiques et sociaux montrent un changement de cap inattendu au Burkina Faso. En dépit des sanctions et de la pression internationale, les données financières révèlent une résilience remarquable de l'économie nationale. Avant le discours de Ibrahim Traoré, la Banque africaine de développement estimait la croissance du Burkina Faso à environ 2,8% par an. Moins d'un an plus tard, en dépit des embargos, la croissance a atteint 4,1%, tirée par des secteurs clés comme l'agriculture et les ressources naturelles. Ce chiffre, bien que modeste, marque un retournement qui semble contredire les prévisions économiques du FMI, qui avait prévu une récession sévère. L'un des domaines où les effets sont les plus frappants est l'agriculture. L'initiative Terre du Peuple, lancée sous l'égide du gouvernement Traoré, a permis de remettre en culture plus de 12 000 hectares de terre, en grande partie sous forme de coopératives rurales dirigées par des femmes et des jeunes. Avant cette initiative, le pays était largement dépendant des importations de riz et de blé. Mais aujourd'hui, le Burkina Faso produit environ 70% de sa demande en céréales locales. Ce retour à une agriculture plus autonome a permis de réduire la dépendance vis-à-vis des aides alimentaires et a contribué à une certaine stabilité économique. En matière d'énergie, l'un des autres secteurs où les progrès sont significatifs est l'autosuffisance énergétique. Selon le ministère de l'Énergie, la part de l'électricité produite localement a augmenté de 18% à 31% en seulement 10 mois. Bien que cet accroissement reste modeste, il marque un tournant dans la stratégie énergétique du pays, qui dépendait auparavant de sources d'énergie importées. Cette évolution témoigne de l'impact des politiques locales visant à renforcer les capacités de production d'énergie à partir de ressources renouvelables, notamment l'énergie solaire. Une autre donnée clé qui témoigne de ce renouveau est l'investissement régional. Depuis l'annonce de la résistance de Traoré, les investissements en provenance de pays voisins comme le Mali et le Niger ont augmenté de 25%, compensant en partie la baisse des investissements européens et américains. Ce soutien montre une nouvelle dynamique de coopération intra-africaine qui se renforce à mesure que les pays de la région s'ouvrent à de nouveaux partenariats économiques. Les statistiques sociales apportent également un éclairage important sur cette transition. Une étude menée auprès de 1500 ménages montre que 68% des Burkinabés estiment que la situation économique s'est améliorée depuis l'annonce du refus de l'ultimatum. Les sondages de l'ONU et de la Banque mondiale, réalisés dans les mois suivants, confirment que le sentiment national de fierté a considérablement augmenté, passant de 53% à 72%. Cet indice, bien que subjectif, témoigne d'une transformation profonde de l'état d'esprit du peuple, qui se sent désormais plus acteur de son avenir. Cependant, les chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Derrière ces statistiques, il y a des visages et des témoignages qui révèlent un changement plus subtil, mais tout aussi significatif. Des écoles rurales, autrefois démunies, ont vu leurs ressources augmenter grâce à des dons locaux et des financements régionaux. Des initiatives communautaires, comme des réseaux de distribution d'eau potable et des projets d'autosuffisance alimentaire, ont été mis en place par des jeunes, désireux de changer leur propre destin, sans l'aide des bailleurs de fonds traditionnels. Ainsi, les données économiques et sociales montrent un pays qui, bien que toujours confronté à des défis considérables, parvient à se redresser grâce à sa propre force. Le choix de résister aux pressions extérieures et de se concentrer sur des solutions internes a permis au Burkina Faso de créer une dynamique de transformation. Ce modèle de souveraineté nationale, bien que fragile,
démontre que même dans des circonstances difficiles, un pays peut se réinventer sans se soumettre à des conditions externes. Lorsque Ibrahim Traoré a pris la décision de refuser l'ultimatum de l'ONU, il a non seulement défié une institution internationale, mais a également mis en lumière deux arguments puissants, souvent opposés dans le débat sur la souveraineté africaine. D'un côté, les partisans du statu quo défendent l'idée qu'une Afrique unie, dans la stabilité, est préférable à une contestation risquée. Selon cette perspective, le Burkina Faso, en choisissant la confrontation plutôt que la coopération, pourrait se retrouver isolé économiquement et diplomatiquement. Les sanctions, la fermeture des frontières, et le retrait de l'aide internationale seraient des conséquences inévitables. Pour ses défenseurs, la résistance à l'ONU, même pour une cause noble, représente un risque de précipiter le pays dans une crise grave, avec des répercussions non seulement sur l'économie, mais aussi sur la vie quotidienne de ses citoyens. Selon cette vision, la priorité doit être de maintenir des relations positives avec les puissances mondiales, afin de garantir la stabilité et les ressources nécessaires au développement. De l'autre côté, Traoré et ses partisans affirment que la véritable indépendance ne se trouve pas dans la soumission, mais dans la capacité à prendre des décisions souveraines sans avoir à constamment demander l'approbation extérieure. Ils soulignent que l'histoire de l'Afrique est marquée par une dépendance constante à l'égard des puissances mondiales, une situation qui ne fait que perpétuer des rapports de domination. Refuser l'ultimatum, selon cette perspective, c'est affirmer l'identité d'un pays, d'une région, et même d'un continent tout entier. Cela permet à l'Afrique de se réapproprier ses propres ressources, ses décisions et ses relations internationales. L'argument clé de cette position est que la dépendance économique et politique n'est pas un gage de stabilité, mais un frein au développement à long terme. De nombreux pays africains, en se soumettant aux volontés des puissances occidentales, ont vu leur souveraineté réduite à une simple formalité. Mais avec le refus de Traoré, un nouveau modèle est proposé, celui d'une Afrique qui ose dire non et qui prend les rênes de son propre destin, tout en trouvant de nouvelles alliances avec d'autres nations, comme le Mali et le Niger, qui partagent cette vision. Ainsi, les deux arguments opposés se résument à une question fondamentale: la stabilité par la soumission ou la stabilité par l'affirmation de la souveraineté. Dans le cas de Ibrahim Traoré, l'enjeu est clair: ne pas céder à la pression extérieure pour bâtir un avenir où la dignité et l'autonomie priment sur les dictats internationaux. Ce n'est pas moi qu'ils veulent te punir, c'est votre courage. Ces mots, prononcés par Ibrahim Traoré lors d'une vidéo enregistrée dans une base militaire du Nord, marquent un tournant décisif dans la crise. En se retirant volontairement de la scène médiatique pendant 4 heures, il a choisi de créer un vide, un silence lourd de sens. Ce silence, loin d'être un signe de faiblesse, devient une arme. Dans l'absence de Traoré, la pression monte, et le monde entier commence à se poser la question: que va-t-il se passer ensuite? Puis, la réapparition de Traoré, calme et déterminé, bouleverse l'équilibre. Il n'a pas seulement survécu à la pression internationale, il a transformé chaque minute d'incertitude en une démonstration de force morale et de cohérence. La vidéo, diffusée dans le monde entier, réaffirme son message. L'indépendance ne se négocie pas. C'est une déclaration radicale, mais claire, qui contraste avec l'agitation diplomatique et les menaces de sanctions. Ce moment devient le pivot autour duquel toute l'histoire du Burkina Faso se réorganise. Le pays, qui semblait isolé, trouve soudainement un écho dans l'ensemble du continent africain. La question n'est plus seulement de savoir si le Burkina Faso résistera, mais quel impact cette résistance aura sur la géopolitique de l'Afrique. Le refus de Ibrahim Traoré d'accepter l'ultimatum de l'ONU n'a pas seulement des répercussions immédiates pour le Burkina Faso, mais déclenche également une série de changements à l'échelle régionale et continentale. Sur le plan intérieur, les effets sont visibles dès les premières semaines suivant son discours. La croissance économique, bien que modeste,
prend un tournant positif. Alors que le pays se remettait lentement de la crise, l'annonce de Traoré a renforcé l'estime de soi nationale. Le sentiment de fierté parmi les Burkinabés monte en flèche et l'indice de satisfaction atteint un niveau inédit, augmentant de 19% par rapport à l'année précédente. Ce changement d'état d'esprit est palpable dans les villes, comme Ouagadougou, où les citoyens, autrefois résignés, commencent à revendiquer une nouvelle forme d'autonomie. Les marchés, par exemple, connaissent une dynamique nouvelle. Les échanges sont plus fluides. Les commerçants locaux se regroupent pour augmenter la production de biens essentiels, comme les céréales. L'impact social de cette résistance est tout aussi significatif. Le projet Terre du Peuple, qui vise à remettre en culture des terres sous forme de coopératives locales, devient un symbole d'autosuffisance. En moins d'un an, ce programme a permis de produire 70% des céréales nécessaires au pays, réduisant ainsi la dépendance alimentaire vis-à-vis des importations. Ce modèle devient un exemple pour d'autres nations africaines, qui, traditionnellement, dépendent de l'aide alimentaire internationale. Ce renouveau agricole, piloté par les jeunes et les femmes, marque un changement fondamental dans la manière dont les Burkinabés perçoivent leur autonomie. Non seulement le pays devient plus résilient, mais il s'affranchit progressivement des chaînes de la dépendance internationale. À l'échelle régionale, l'impact de cette décision est tout aussi profond. Le Mali, le Niger et d'autres pays voisins apportent leur soutien politique à Traoré, donnant naissance à une nouvelle forme de solidarité africaine. Une alliance informelle se forme et de nouveaux partenariats économiques voient le jour. Le Burkina Faso, autrefois perçu comme un petit pays enclavé, devient un acteur clé dans les discussions géopolitiques du Sahel. Le refus de Traoré n'est plus seulement un défi au système international, mais un signal fort pour toute l'Afrique. La souveraineté doit passer avant tout. L'idée d'une Afrique unie, capable de résoudre ses propres problèmes, sans ingérence extérieure, prend forme. Cependant, cette résistance a également des conséquences négatives. Les sanctions économiques imposées par les puissances occidentales commencent à affecter certains secteurs. Les exportations diminuent enfin, et le pays perd une partie de ses financements internationaux. Mais ces conséquences sont minimisées par l'augmentation des investissements régionaux, qui compensent largement les pertes. De plus, un phénomène intéressant émerge. Les jeunes Burkinabés, souvent perçus comme apolitiques, commencent à s'engager davantage dans la politique et l'action sociale. Cette prise de conscience collective redéfinit le rôle des générations futures dans la construction d'un pays indépendant. En somme, les conséquences du refus de Ibrahim Traoré vont bien au-delà du Burkina Faso. Elles touchent un point sensible dans le tissu social et économique de l'Afrique, redéfinissant les relations interafricaines et la manière dont le continent interagit avec les puissances mondiales. Le Burkina Faso ne se contente pas de résister. Il devient un modèle de souveraineté et de fierté pour toute l'Afrique. Les prochains mois seront décisifs pour le Burkina Faso, car les choix faits par Ibrahim Traoré façonneront l'avenir du pays et de la région. 3 scénarios principaux se dessinent, chacun avec ses propres implications politiques, économiques et sociales. D'abord, le scénario le plus probable est celui où le Burkina Faso parvient à maintenir une résistance mesurée face aux pressions extérieures, tout en consolidant ses liens régionaux. Les sanctions économiques seront sans doute renforcées, mais les investissements en provenance des pays voisins, notamment le Mali et le Niger, devraient compenser une partie de ces pertes. L'économie du pays continuera à se réorganiser autour de circuits locaux, en particulier dans l'agriculture et la production d'énergie. Le programme Terre du Peuple pourrait s'étendre avec des résultats encore modestes, mais suffisants pour assurer l'autosuffisance alimentaire de certaines régions. En politique, Traoré conservera son autorité, mais le pays restera dans une position de précaution, essayant d'équilibrer ses relations avec l'extérieur tout en affirmant sa souveraineté. Ensuite, si les dynamiques actuelles se maintiennent, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle d'indépendance pour le reste de l'Afrique.
D'autres nations, inspirées par le discours de Traoré, pourraient revoir leurs accords militaires et économiques avec les puissances mondiales, réclamant une plus grande souveraineté. Ce mouvement de réveil africain pourrait voir l'Union africaine sous pression pour engager des réformes sur la question de la souveraineté continentale. Le Burkina Faso pourrait voir ses partenariats régionaux se renforcer, avec des projets conjoints en matière d'énergie et d'infrastructures. Le pays pourrait ainsi devenir le leader d'un bloc de pays africains plus autonomes et solidaires. Enfin, si les alliances régionales échouent à fournir une base économique solide et que le pays n'arrive pas à combler les lacunes laissées par les puissances extérieures, le Burkina Faso pourrait sombrer dans une crise économique majeure, les tensions internes alimentées par la peur et la propagande. Des adversaires du gouvernement offriraient un prétexte aux puissances extérieures pour intervenir de manière plus directe. Ce scénario pourrait entraîner une guerre économique prolongée, avec des répercussions sur la stabilité sociale et politique du pays. Le rêve d'un Burkina Faso souverain pourrait alors se heurter à une réalité bien plus complexe. Dans tous les cas, les choix faits par Traoré et la résilience du peuple burkinabé auront un impact significatif sur l'avenir du pays. Les mois à venir offriront une fenêtre de visibilité sur la véritable portée de ce mouvement de résistance et la manière dont il pourra inspirer d'autres nations à suivre cette voie d'indépendance. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un chef d'État, il est devenu le symbole d'une Afrique qui refuse de se plier. Son geste, son discours, sa détermination résonnent bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Pour les jeunes d'Afrique en particulier, il incarne une nouvelle forme de leadership, une force tranquille qui place la dignité au cœur des décisions. Que signifie être un peuple libre? Peut-on réellement être indépendant si l'on ne maîtrise pas son propre destin? Ce message de souveraineté, porté par Traoré, touche directement les aspirations profondes des jeunes générations qui, depuis des décennies, ont été témoins de l'exploitation des ressources africaines sans jamais être véritablement entendues sur la scène mondiale. Le refus de Traoré est une rupture avec ce passé. Il montre qu'un autre modèle est possible, un modèle où l'Afrique prend les rênes de son avenir. Le rôle des jeunes devient crucial dans cette dynamique. Ce n'est pas seulement une question de politique, mais de responsabilité collective. Chaque individu, chaque citoyen a désormais un rôle à jouer dans la construction de cette Afrique nouvelle. Les écoles, les universités, les lieux de travail, tous résonnent du discours de Traoré, transformant chaque espace en un terrain de débat et de réflexion. En Afrique, une idée ne vit pas seulement dans les discours politiques, elle prend racine dans les conversations quotidiennes. Les jeunes, au-delà des frontières du Burkina Faso, commencent à s'approprier cette idée de dignité retrouvée. Le hashtag « Même hors jour pour la dignité » prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux, des discussions s'organisent dans les universités et des collectifs émergent pour revendiquer une gouvernance basée sur l'autonomie et la responsabilité. Traoré n'a pas seulement réaffirmé la souveraineté du Burkina Faso, il a touché le cœur d'une Afrique qui rêve de se réinventer. Le chemin vers l'autonomie pour le Burkina Faso, et plus largement pour l'Afrique, est un parcours semé d'embûches. Cependant, la décision d'Ibrahim Traoré de rejeter l'ultimatum de l'ONU ouvre des perspectives nouvelles. Il s'agit maintenant de transformer ce moment de résistance en un plan concret, un cadre d'action qui soit à la fois ambitieux et réalisable. Le premier axe de ce projet réside dans l'autosuffisance alimentaire. Terre du Peuple a déjà montré des résultats significatifs avec la remise en culture de 12 000 hectares de terre. À court terme, il est essentiel d'étendre ce programme en impliquant davantage de communautés rurales et en renforçant les capacités locales de production. Cela nécessitera des investissements dans la formation des agriculteurs et dans la mise en place de systèmes de distribution équitables. Le deuxième axe repose sur l'énergie. Le Burkina Faso a déjà fait des progrès en matière de production d'électricité locale, mais l'objectif à moyen terme est d'atteindre une autonomie énergétique plus large, notamment par le biais de l'énergie solaire. Un projet ambitieux pourrait voir le jour, visant à développer des infrastructures locales de production d'énergie renouvelable, tout en collaborant avec d'autres nations du Sahel pour la mise en place de centrales solaires régionales.
Le troisième axe est celui de l'éducation et de la formation. Le pays doit investir dans ces jeunes en leur offrant des opportunités de formation dans des domaines clés tels que la gouvernance, l'agriculture durable et les technologies de l'information. Ce programme éducatif devra être axé sur l'autonomie, la responsabilité et la capacité à prendre des décisions éclairées.